Évidemment, quand on s'appelle Thales, on accélère sa transformation digitale. C'est le thème de cette nouvelle émission, quasiment la dernière de cette première journée, avant qu'on accueille le nouveau patron de Microsoft France. Bienvenue à tous les deux. On va faire les présentations. Bienvenue à vous, Marc Gardette. Vous êtes directeur technique de la division secteur public de Microsoft. On a reçu tout à l'heure d'ailleurs Laurent Schlosser, c'est ça. Voilà, qui travaille à vos côtés. Et puis Eric Cohen, vous êtes Group Chief Enterprise Architect. Bref, vous vous occupez de toute l'architecture pour Thales. Les réseaux, évidemment, on parle de réseaux. Alors la première question, elle est pour vous. La Digital Factory de Thales, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors en fait, c'est une nouvelle entité qui a été créée. Quand ça ? Il y a longtemps ? Ah non, elle est toute jeune, elle a à peine 2 mois en fait. Elle a été créée pendant les vacances. Elle a pour objectif, en fait, elle a 4 grandes missions. La première, c'est d'être un centre d'excellence pour toutes les compétences autour du digital qu'on a du mal à créer, à fidéliser au sein des entités historiques de Thales, autour de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, du big data, la connectivité. UX design, enfin toutes les technologies qui sont très spécifiques au digital. Elle a aussi un rôle important, c'est qu'elle va développer et opérer la plateforme digitale du groupe Thales, en fait, qui sert à la fois pour des usages clients et des usages internes. C'est aussi en fait une entité qui va jouer un rôle d'incubateur, en fait, intra et extra-incubateur, c'est-à-dire permettre aux talents, en fait, aux entrepreneurs de Thales d'aller en fait créer leur propre start-up au sein de l'entreprise et aider les entreprises externes, donc les start-up, à travailler avec les activités de Thales. C'est aussi en fait une entité qui va fournir en fait une culture et des formations autour du digital, en fait, avec une Digital Academy. Alors, combien de personnes travaillent à la Digital Factory ? Parce que le groupe Thales, c'est gros. Il y a beaucoup de collaborateurs, plusieurs milliers. Qui est un groupe à transformer aussi. Absolument, c'est la vocation, c'est vrai, il faut bien le rappeler, c'est avant tout la vocation de Digital Factory, c'est de catalyser, d'accélérer la transformation digitale du groupe. Ouais. D'accord. Vous en êtes où de la transformation digitale au sein de Thales aujourd'hui ? Alors, c'est pas un sujet nouveau, j'imagine. Non, c'est pas du tout nouveau, et en fait c'est un sujet qui est assez complexe chez Thales parce que les produits historiques de Thales ont connu une digitalisation avant même qu'on en parle. Je donne souvent l'exemple en fait des radios tactique, où il y a eu une numérisation. On parlait de la radio en fait logicielle sur les champs de bataille depuis plusieurs années avant qu'on parle en fait de la digitalisation. Donc il y a un aspect produit et après il y a un aspect en fait vraiment autour en fait du business model des services et qui consiste essentiellement à ne plus vendre en fait des produits mais à vendre des services. Et donc ça c'est un sujet qui est pris depuis 2 ans de manière très stratégique au niveau du groupe. Voilà. Et donc là, on passe la deuxième vitesse en créant en fait un certain nombre d'organisations dédiées à catalyser cette transformation. Donc je dirais qu'on est quand même encore dans une phase en fait de structuration de la démarche. Vous avez travaillé, je crois, ensemble. Il y a eu un projet commun entre Microsoft et Thales. Est-ce qu'on peut redéfinir quel a été l'objet de cette collaboration là, récemment entre Digital Factory ? En tout cas, les grandes lignes de ce qui va être une collaboration, on espère fructueuse, et sur quel objectif ? Peut-être redéfinir les périmètres de l'usage justement des technologies Microsoft qui ont été choisies dans le cadre de ce projet-là. Et je rebondirai pour compléter la vision de ce que je vois apporter en termes d'accélération de cette transformation digitale du groupe Thales. Peut-être rappeler, Eric, quel était le périmètre peut-être justement du partenariat technologique qui a été fait avec Microsoft. Et j'apporterai l'éclairage, je dirais, partenarial autour de ce projet-là. En fait, donc... il y a eu en fait toute une réflexion sur comment en fait définir l'architecture de la plateforme digitale de Thales. Donc on a lancé une consultation assez importante qui a débuté en début d'année et on a en fait arrêté notre choix sur en fait une plateforme à, je dirais, 2 étages avec un PaaS qui va être couvert par les solutions Pivotal, de la société Pivotal, et un IaaS qui va être porté par la solution de Microsoft Azure. Alors pas que le IaaS parce que on va aussi utiliser tous les services qui font sens en fait, venant en fait, du cloud Azure quand on a des use cases faciles et qui complètent bien en fait, l'offre de Pivotal. Alors Pivotal, pour ceux qui ne connaissent pas Pivotal, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça apporte ? Quels sont les bénéfices ? Alors en fait, peut-être que c'est à vous, cher Marc.
Pivotal est le décrire. Ce qu'on appelle un framework, un middleware dans le jargon technique qui permet de développer plus facilement, rapidement des architectures type de microservices. Donc ça tombe dans les catégories que tu as appelées plateforme as a service. Donc en gros, c'est l'environnement permettant de développer rapidement la couche métier qui va s'exécuter sur Azure. Et donc c'est effectivement un produit fait par la société Pivotal et qui s'intègre parfaitement bien avec Azure. On a nous-mêmes des technologies qui peuvent être considérées comme des concurrents de Pivotal qui font à peu près la même chose. Là, on travaille depuis déjà des années avec Pivotal pour que cette couche logicielle soit parfaitement intégrée non seulement au niveau technologique avec Azure, mais également au niveau du support. C'est-à-dire qu'on a passé des accords, comme on l'a fait avec Red Hat, avec Pivotal, pour qu'on puisse avoir un support intégré et lorsqu'on a des problèmes, qu'on parle d'une seule voix. Entre Pivotal et Microsoft, quand ça ne rentre pas à la balle, non, ça vient de Pivotal, non, ça vient d'Azure, on a un support intégré avec Pivotal. Donc ce partenariat va assez loin dans l'intégration de cet environnement open source. D'accord. Je reviens sur la Digital Factory, puisque je crois, l'ambition est assez forte, on le disait, d'accélérer la transformation digitale, qui n'est pas un sujet nouveau au sein du groupe Thales, mais quelle est l'ambition, en fait? Est-ce que c'est vraiment, vous l'avez un peu décrit, mais je voudrais savoir jusqu'où va ce projet? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous mettez le paquet pour que vraiment ça réponde à la fois aux enjeux d'une vraie transformation vue sur l'angle produit, service, nouveaux modèles, donc revenus? Et quelle est l'ambition sur la partie plus empowerment, uniformisation, je dirais, un petit peu des nouveaux modèles à la fois managériaux, créativité, on en a parlé un peu aujourd'hui. Voilà. Où est-ce que vous mettez votre Après, tout est relatif. Je pense qu'on va mettre quand même le paquet dans le sens où, pour une factory, en fait, ça va être quelque chose de relativement important. Les ordres de grandeur, c'est d'ici 3 ans, on va être à environ 300 collaborateurs. Et c'est un budget en fait, de 150 millions en fait, qui vont être investis aujourd'hui, vraiment au niveau du groupe. Après, en termes de positionnement, donc, c'est vraiment une entité qui va travailler sur des produits, qui ne va pas travailler sur des innovations R&T en fait, qui sont faites par d'autres activités très, très historiques chez Thales, mais c'est vraiment des innovations d'usage, de créer vraiment des produits en production. En face amont, en face d'idéation, et donc qui va aider en fait finalement les business lines à partir sur de nouveaux modèles, sur les premières itérations, et ensuite de leur redonner la main, parce que la factory n'a pas du tout vocation à se substituer à l'ensemble des entités de Thales qui vont elles-mêmes en fait développer ces compétences au fur et à mesure en fait du développement de leur marché. Le cas échéant, si on voit qu'il y a un produit qui nécessite en fait la création d'une entité ou d'une start-up, on aidera cette entité à se créer parce qu'elle n'a pas de place, par exemple, dans une business line existante. Mais c'est vraiment un catalyseur. On lance les premières itérations, puis ensuite on donne la main aux entités Thales. Elle n'a pas vocation à faire du chiffre, elle n'a pas de PNL. Oui. Elle pourrait être quelque part tournée vers l'extérieur, ou vous avez vocation, en tant qu'entreprise de service public notamment, de rester sur une logique propriétaire? Pour l'instant, en fait, c'est pas forcément complètement arrêté. Notre mandat, c'est avant tout de travailler sur les usages internes, en fait, les business lines et puis les demandes de nos clients. Mais dans le cadre de partenariat, on pourra en fait regarder d'autres modèles si ça fait sens. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette Digital Factory, au-delà de l'accompagnement que vous allez, on a compris, Microsoft va accompagner cette Digital Factory en mettant à disposition, j'imagine, des solutions cloud, des solutions IT, etc. Mais ça vous inspire quoi? C'est quelque chose que... Parce que vous regardez d'autres entreprises du secteur public, est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez ailleurs aussi? Oui. Alors je reviens sur les enjeux de la transformation digitale. Il disait tout à l'heure, on faisait du digital au sein des produits Thales depuis longtemps, mais sur la transformation digitale, c'est une transformation. Donc il y a une notion presque d'urgence à se transformer. Donc souvent je définis ça non pas en termes technologiques, mais par la capacité de se réinventer en permanence de manière continue. Dans un environnement qui est instable, on ne sait pas de quoi, ça va tellement vite. Donc le fait de choisir et de s'adosser et de former ce type de partenaire stratégique, ça permet d'amener les compétences de Thales, d'amener aussi une plateforme sur laquelle Microsoft investit sur le futur. Donc quand on fait ce genre de choix, on ne choisit pas simplement une plateforme IaaS qui va héberger la couche PaaS qu'on aura choisie, en l'occurrence Pivotal, mais ça va beaucoup plus loin que ça le partenariat. Je pense qu'on choisit sur un autre acteur qui a les capacités d'investir dans le temps sur plusieurs axes, d'investir sur la présence géographique. Thales a un business mondial, un business très orienté sur les industries sensibles à la sécurité. Donc le fait qu'on investisse beaucoup aussi sur tout ce qui est certification, en particulier avec les codes gouvernementaux, par exemple aux États-Unis, ou comme les régions qu'on vient d'annoncer en Australie, ou d'obtenir des certifications spécifiques comme en Angleterre avec le G-Cloud. Ça, c'est des investissements que fait Microsoft et dont peut bénéficier un partenaire comme Thales.
On parlait tout à l'heure portefeuille d'innovation. Ce n'est pas un catalogue de services statique Azure. Ce n'est pas juste pour porter des machines virtuelles qui vont héberger certains composants. On investit beaucoup. Tu parlais de designer graphique, tu parlais d'intelligence artificielle. Donc on a un catalogue de services qui est vivant et on investit dans le temps. On investit beaucoup en recherche et développement sur l'énergie. Également, demain, ça sera important pour les acteurs de prouver que l'énergie utilisée, consommée dans leurs services, vient d'une énergie renouvelable, une énergie verte. Énormément d'investissements qui sont faits par Microsoft dans ce domaine-là. Sur la sécurité des partenariats, il y a des accords aussi, au-delà de simplement d'hébergement sur du IaaS, avec les solutions Thales Vormetrix, par exemple. Donc on a beaucoup de synergies possibles sur la complémentarité et la capacité d'investissement qu'on peut également emmener un groupe comme Thales. Il y a des modèles, Eric, sur la Digital Factory qui vous inspirent ou vous ont inspiré pour générer ça? C'est sûr que c'est quand même une tendance, on a vu en fait chez nos partenaires, notamment Engie et d'autres sociétés, avec il y a des démarches qui sont très différentes aussi du côté de General Electric. Maintenant, c'est quand même il y a des démarches qui semblent en fait similaires, mais le contenu peut être très très différent. Et je pense qu'un groupe comme Thales doit inventer son propre modèle, parce que c'est pas on est quand même, comme je le disais, en fait, dans des activités qui sont de nature très software et digital dans beaucoup de domaines des business lines, et donc il faut réussir à vraiment avoir une sorte de catalyseur pour transmettre cette culture, faire de la cross-fertilisation en fait, entre les entités, entre les business models. Donc je pense que même si sous ce nom, en fait, on retrouve beaucoup d'initiatives, je pense qu'il y a des choses qui sont très différentes derrière ça. Thales et l'innovation, ça ne date pas d'hier. C'est quand même, ça a été très longtemps dans votre ADN. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Je vous challenge un peu. Ouais. Comment on fait cohabiter une innovation de 2017 avec X décennies d'innovation vue autrement, vue d'une seconde façon? En interne, c'est perçu comment tout ça? Très bien, parce qu'en fait, c'est très très complémentaire. Encore une fois, la factory, en fait, c'est une innovation d'usage. Donc, on ne va pas en fait créer de nouvelles technologies. On va vraiment créer de nouveaux usages et des nouvelles valeurs. Et donc, quand moi j'ai mes collègues là, qui viennent de faire une annonce, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, sur les premiers intelligence artificielle basée sur des ordinateurs neuronaux, et je suis ravi parce que je me dis, on va pouvoir créer plein d'usages à venir, alors probablement dans les 10 prochaines années, autour de ces nouvelles capacités. Donc c'est très très complémentaire, c'est absolument pas antinomique. Mais ça veut dire qu'il pourrait émerger de cette Digital Factory peut-être plus qu'un usage, un nouveau, pourquoi pas une innovation, non? Vous rêvez de ça? Pas tant que ça, parce qu'en fait c'est comme un process différent. Quand on est vraiment dans l'innovation fondamentale, on a un process plus long de validation en fait, de la viabilité, alors qu'on est sur des usages sur le digital très très rapides, où on est plutôt dans des approches test and learn, parce qu'on ne peut pas se permettre sur des innovations fondamentales. Peut-être un bon autre point à souligner qui est intéressant sur l'aspect toujours partenarial, c'est que dans ce type de situation, Microsoft est très impliqué dans le succès de cette plateforme, parce que d'un point de vue, si on regarde d'un point de vue business model, on est condamné au succès ensemble. Parce quand on vend de l'Azure, on ne vend pas un logiciel, on vend une consommation. Donc c'est le succès des solutions de Thales qui fera le succès qu'on peut avoir au travers du fait qu'on utilise la plateforme Azure. Donc on est engagé dans le succès, y compris technologique, la réussite de cette plateforme pour, je ne sais pas si je peux employer le mot construire, mais au moins être solidaire du succès à la fois technique, bien évidemment, mais aussi surtout commercial. On connaissait ça déjà avec le modèle un petit peu qu'on avait avec les hébergeurs à l'époque, puisque c'était le succès. Plus les hébergeurs avaient des clients, plus ils consommaient de puissance informatique dans leur data center, plus ils achetaient de logiciels à Microsoft. On retrouve cette idée de solidarité et d'un business presque joint qu'on a et solidaire qu'on a ensemble. Et ça, c'est intéressant dans l'implication qu'on peut avoir dans la réussite de ce partenariat. Ce qui est sûr aujourd'hui, on l'a vu un petit peu tout au long de la journée, Microsoft s'entoure d'un écosystème maintenant avec des partenaires nouveaux, une nouvelle histoire qui se tourne avec l'incubateur Station F, avec des startups. Alors c'est pas nouveau, mais il y a une nouvelle typologie d'acteurs qui vous entourent aujourd'hui. Est-ce que vous regardez ça de près? Ça pourrait être intéressant pour la factory de se dire j'ai un accès à l'écosystème de Microsoft. Alors, il y a l'écosystème de Microsoft qu'on regarde directement, mais aussi, Thales, par exemple, la factory est présente chez Station F. Ah, vous êtes là-bas? Ah oui, tout à fait. On anime tout un réseau de startups autour de la cybersécurité. Donc, c'est une des vocations dont je parlais de l'incubateur. Donc, on va avoir ce challenge-là de définir comment mieux travailler avec les startups, soit au travers de partenariats, soit directement avec elles.
dans les pépinières, en fait. Peut-être même la notion même d'écosystème de Microsoft. On parlait il y a quelques années, lorsqu'on était sur des plateformes type Windows, SQL, etc. C'est un écosystème, on pouvait appeler Microsoft, c'est-à-dire que c'était impliqué sur des technos Microsoft. Aujourd'hui, un écosystème Hadoop, un écosystème Red Hat, un écosystème Linux, un écosystème de... Prenez n'importe quelle solution open source, peut faire partie de l'écosystème Microsoft dans la mesure où ils peuvent déployer leurs solutions et bénéficier de la plateforme Azure. Donc la notion même d'écosystème Microsoft et des métiers s'est largement élargie avec l'arrivée du cloud. On parlait d'intelligence artificielle, c'est vraiment au cœur de ces 2 jours. Hein. Ce sera aussi une des thématiques phares de la plénière de demain matin. Ça l'a été ce matin. Vous avez envie de nous donner un avis sur votre compréhension des enjeux de l'IA aujourd'hui ? C'est très très vaste sujet quand même. Mais c'est marrant parce qu'il y a Patrice Caine qui a fait en fait un article sur le sujet. Ça a été hier qui a été publié, hein, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle dans le domaine de la défense pose des questions fondamentales. Quel niveau de responsabilité dans les activités de défense en fait on pourra donner ? Et donc il y a vraiment un débat citoyen. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui ça ouvre un horizon en fait de capacités inimaginables. Donc c'est vraiment un sujet fondamental pour nous, à la fois en fait en tant qu'industriel et puis en tant qu'entreprise responsable et citoyenne. Oui, puisqu'on a pu voir au travers des expositions, pour ceux qui ont pu visiter l'IA, qui ont eu la chance de visiter l'IA Academy, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose, on ne fait pas de la futurologie, on fait des choses très concrètes, à la maison, au bureau, à l'usine, ça peut être des scénarios. On fait beaucoup dans les logiciels Microsoft aujourd'hui de l'intelligence artificielle sans le savoir. Hein. Si vous lancez aujourd'hui un PowerPoint et que vous activez le module Translator qui va vous sous-titrer par exemple vos diapositives dans une langue que vous choisissez, vous faites de l'intelligence artificielle. Quand vous utilisez un clavier sur iOS, le clavier Microsoft, qui devient de plus en plus intelligent au fur et à mesure qu'il apprend votre style de frappe, vous faites de l'intelligence artificielle, etc. Donc on peut multiplier les exemples. Et ce qu'on fait dans nos propres logiciels, on essaie effectivement, au travers des outils et des plateformes comme Azure, essayer de le démocratiser, de faire que n'importe quel client ou partenaire puisse lui-même innover pour inclure de l'intelligence artificielle lorsque ça fait sens dans ses propres solutions. Donc c'est ce que Satya Nadella appelle la démocratisation de l'intelligence artificielle par des outils, par des plateformes, par des usages. Et ça, c'est déjà là. Oui, parce qu'en effet, on l'a évoqué ce matin sur la santé, hein, avec des invités qui sont venus ici sur le plateau, et finalement le deep learning appliqué au service des médecins, donc d'un savoir un peu régalien, je dirais. Il en est de même, j'imagine, sur vos enjeux à vous. Absolument. Il y a quand même un knowledge, comme on dit, énorme, et si on peut dématérialiser ça, automatiser ça, c'est peut-être aussi des résolutions de conflits. Demain, on peut imaginer toutes sortes de choses, non ? Complètement. Et même des activités qui sont en fait, qui vont être mieux faites par l'intelligence artificielle, mais reste en fait qui est-ce qui en est responsable ? Mais on voit bien des systèmes de surveillance. L'intelligence artificielle va mieux en fait plus être adaptée qu'un acteur humain, mais il reste en fait quand même des questions fondamentales à poser. À poser. Ben oui. Ça passe par un débat pour vous. Hein. C'est sûr. C'est ce le que débat est déjà préconise. Vu les débats parlementaires qu'il y a eu l'an dernier, le débat sur l'éthique, sur la transparence des algorithmes, sur le fait de ne pas créer de biais dans les algorithmes, etc. Le débat est déjà là. Oui, on a parlé effectivement du plan qui est aujourd'hui du plan France-IA qui a été notamment porté par François Hollande et repris par Cédric Villani aujourd'hui pour acculturer. C'est des choses que vous suivez de près, j'imagine. Bien sûr, énormément. Notre médaille Field, Cédric Villani, vous l'avez rencontré déjà ? Non, personnellement pas encore. Pas encore. Non. Il viendra un jour sur le plateau, on l'espère. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci pour votre temps sur la Digital Factory qui donc s'est lancée il y a 2 mois, c'est tout frais ? Oui, sa naissance officielle date de 2 mois, mais elle est un peu plus vieille quand même opérationnellement. Voilà. Super. Merci. Alors, bonne chance à vous. Longue vie à la Digital Factory. Merci beaucoup. Merci. On va se retrouver dans quelques instants pour recevoir le nouveau directeur général de Microsoft France, Carlo Purasanta. C'est un plaisir. Il vient de prendre ses fonctions. Donc, on va le recevoir ici même sur ce plateau. On se dit à tout de suite.